l'examen général, que vous oubliez tout le temps, et pourtant c'est très très important pour avoir une idée de la gravité de la situation. On a vu qu'on peut avoir des symptômes subjectifs, donc ça c'est pas de l'examen physique, c'est de l'interrogatoire. Mais je vous rappelle qu'il faut demander aux gens, l'examen général subjectif, c'est est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous avez des troubles de l'alimentation, est-ce que vous n'avez pas faim. Alors évidemment, vous ne demandez pas est-ce que vous avez une anorexie, vous voyez c'est typique. Vous est-ce que vous avez faim, est-ce que vous n'avez pas faim, est-ce que vous avez de l'appétit, et est-ce que vous avez mal. Et si oui, vous aurez un cours spécial sur la douleur, hein. L'intensité, les localisations, les irradiations, etc. Donc subjectif, c'est est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous avez une perte d'appétit. Objectif, c'est est-ce que vous avez de la fièvre. Et si oui, c'est à moitié objectif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « Oh là là, j'ai plein de fièvre ». Et en fait, c'est juste qu'ils se sentent un peu chaud, puis vous prenez la température, il n'y a pas de fièvre. Donc il faut l'objectiver, la température. Et c'est pas parce qu'on transpire qu'on a de la fièvre. Donc si vous courez, toujours ça, mais vous faites du sport, vous transpirez, vous n'avez pas de fièvre. Pourtant, vous avez chaud. Alors, donc la fièvre et l'amaigrissement. L'amaigrissement non voulu, c'est toujours très inquiétant. Hein, on verra après, mais c'est jamais bon signe d'avoir maigri sans faire exprès. Voilà. Et ensuite, le retentissement global. Donc ça, c'est est-ce que c'est suffisamment grave pour que vous puissiez plus travailler? Est-ce que vous avez dû arrêter votre activité professionnelle? Est-ce que vous pouvez plus même sortir de chez vous? Est-ce que vous pouvez plus vous lever? Donc les gens qui restent au lit, quelqu'un qui peut plus se lever, là, c'est forcément très grave. Alors, évidemment, à 90 ans, vous pouvez parfois ne pas vous lever parce que vous avez juste une rhinopharyngite. À 25 ans, c'est pas du tout normal. D'accord, faut graduer un peu, mais globalement, c'est pas bon quand les gens n'arrivent plus à faire leurs activités physiques habituelles, c'est que c'est grave. Et puis le retentissement psychologique, ça c'est un peu plus pour le suivi au long cours, mais vous verrez qu'on sous-estime toujours ça. Et quand on a une maladie chronique, ça peut avoir d'énormes répercussions sur le moral qui lui-même a des grosses répercussions sur la fatigue, la douleur. Et donc c'est un cercle vicieux qu'il faut prendre en compte. Et le retentissement social également. Il y a des maladies très stigmatisantes qui font que les gens n'arrivent plus à trouver du travail ou bien perdent leurs amis, etc. Et puis parfois vous avez de la chance, et là c'est un petit peu ce qui est, disons, jouissif en médecine, c'est que vous voyez votre malade, pof, vous avez le diagnostic, et voilà. Alors ensuite, dans l'état général, il faut s'intéresser à la corpulence. On a vu, est-ce que le poids, c'est extrêmement important. Il faut toujours peser vos malades. Les gens, il y a des gens qui se pèsent tous les jours, il y a beaucoup de gens qui se pèsent jamais et qui vous disent oui, j'ai grossi ou j'ai maigri, puis en fait non, c'est une impression. Donc, si vous n'avez pas de poids, vous regardez la ceinture, c'est un bon indice. Quand on a perdu deux trous de ceinture, c'est qu'on a perdu du poids. Mais bon, il y a des gens qui ne mettent pas de ceinture, donc vous les pesez. Et le BMI, c'est le Body Mass Index, donc en français, j'aurais dû mettre en français d'ailleurs, c'est l'indice de masse corporelle, IMC. C'est un indice qu'il faut calculer pour savoir si vous êtes trop gros ou pas assez gros sur le plan médical, hein. Je ne parle pas sur le plan esthétique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. L'indice médical corporel, IMC, c'est le poids divisé par la taille au carré en centimètres. Enfin, la taille en centimètres au carré. Donc la normale, c'est entre 19 et 25. Vous pouvez calculer le vôtre. Si vous êtes au-dessus de 25, vous êtes en surpoids. Si vous êtes au-dessus de 30, vous êtes obèse sur le plan médical. Et si vous êtes au-dessus de 35, vous avez une obésité morbide qui a de graves conséquences pour la santé. Mais déjà, le surpoids a des conséquences sur la santé en termes de risques cardiovasculaires notamment, de maladies articulaires. Voilà. Et si vous êtes trop maigre, c'est pas bon non plus. C'est la dénutrition en dessous de 19 et ça a aussi des conséquences avec des carences vitaminiques ou en protéines et ça a aussi des conséquences. Ce qui est important, c'est l'évolution dans le temps. Il y a des gens qui sont maigres depuis qu'ils sont nés, puis en fait ils sont en bonne santé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la courbe de Gauss. Il y a des gens qui sont à 18 tout le temps, ils ne sont pas malades, et voilà, ils sont habitués comme ça. Il y a des gens qui sont à 35, ils ne sont pas non plus malades, et ils ont toujours été comme ça. Donc il faut voir l'évolution. Quelqu'un qui a pris du poids comme graduellement, notamment les femmes qui prennent du poids un peu à chaque grossesse par exemple, c'est pas forcément pathologique et on ne va pas chercher un syndrome de Cushing qui donne une prise de poids à tous les gens qui prennent du poids petit à petit. En revanche, une prise de poids ou une perte de poids surtout très rapide, c'est pas du tout normal. Et donc vous allez chercher plein de choses, on va voir après, mais plein de maladies qui peuvent donner une perte de poids. Il y en a beaucoup moins qui donnent des prises de poids. Donc l'amaigrissement, ça peut être dû à plein de choses, mais c'est toujours mauvais signe. Ça peut être dû à une malnutrition tout simplement.
des gens qui n'ont pas assez d'argent, qui sont dans la rue et qui ne se nourrissent pas correctement, ils maigrissent. Ça peut être dû à une perte par malabsorption, c'est-à-dire que le système digestif n'absorbe pas les nutriments et on a souvent une diarrhée. Donc ça, c'est toutes les maladies du système digestif. Ça peut être dû à une anorexie mentale, donc c'est psychogène. On ne se nourrit pas parce qu'on ne veut pas se nourrir. C'est très complexe, l'anorexie mentale, à traiter. Il peut y avoir des problèmes endocriniens, comme par exemple le diabète ou l'hyperthyroïdie. La dame et le monsieur que vous avez vus, ils ont certainement perdu un peu de poids. Et puis, toute maladie grave fait perdre du poids, et c'est pour ça que c'est mauvais signe. Les maladies infectieuses sévères, comme la tuberculose, le sida, les cancers évolués, les cancers solides, c'est-à-dire d'organes, ou les hémopathies malignes comme les leucémies, les lymphomes. Et puis toutes les maladies d'organes, les insuffisances d'organes sévères, à terme, à la fin, donnent une perte de poids. Mais ça, c'est vraiment le stade terminal. À la limite, c'est trop tard. Insuffisance cardiaque terminale, insuffisance rénale très avancée, hépatique, etc. On distingue deux types d'obésité. L'obésité androïde, parce que c'est souvent les hommes qui ont ce type d'obésité, donc c'est l'obésité du ventre, le gros ventre. Donc là, vous avez une femme qui a une obésité androïde, avec, vous voyez, un gros ventre. Par contre, elle n'a pas forcément des grosses cuisses ou des gros bras. Et à côté, à droite, vous avez une dame qui a une obésité gynoïde. Donc ça, c'est la poire et la pomme. La poire, c'est très fréquent chez les femmes, plus ou moins développé. Et c'est très moche, mais c'est pas grave. D'accord, ça ne donne pas un surrisque cardiovasculaire d'avoir une culotte de cheval. L'obésité gynoïde, c'est une répartition des graisses au niveau des fesses, des hanches, avec la fameuse culotte de cheval. Ça ne donne pas de risque cardiovasculaire. Ce qui donne le risque cardiovasculaire, c'est la graisse intraviscérale. Donc, vous avez des gens, vous voyez souvent sur la plage, des hommes qui ont un gros ventre comme ça, mais tout lisse, comme une femme enceinte. Parce que la graisse, contrairement à cette dame-là, qui a de la graisse sous-cutanée, la graisse, elle est à l'intérieur, sous les muscles, autour des organes. Si vous faites un scanner, vous voyez les reins et le foie qui flottent dans de la graisse. C'est tout petits, ils ont l'impression qu'ils sont tout petits, c'est parce qu'ils sont entourés de graisse. Et c'est ça qui est très mauvais pour les artères. Donc c'est pour ça que un des bons signes de risque cardiovasculaire, c'est juste le tour de taille, même plus que le poids, ou en tout cas le rapport entre la taille et les hanches. Chez une femme, normalement, il est inférieur à 1. Chez un homme, il devrait être inférieur à 1. Et quand il grossit, c'est bien supérieur à 1. Alors la taille, ça concerne surtout les pédiatres. Une fois que... Donc c'est des maladies génétiques souvent, la chondroplastie, le nanisme, c'est souvent des problèmes chromosomiques. Ça donne quand même des complications médicales, la chondroplasie, donc c'est le nanisme le plus fréquent. Il peut y avoir des complications cardiaques, etc. Et donc c'est génétique. Vous avez des petites tailles d'origine hormonale, si vous avez un déficit en hormones de croissance ou en cortisol, etc. pendant l'enfance. Et puis vous avez des petites tailles ethniques. Les pygmées, par exemple, ils sont petits, beaucoup plus petits que les Suédois, mais ils ne sont pas malades forcément. Et inversement, vous avez les grandes tailles. Mais tout ça, bien sûr, une fois que vous êtes adulte, vous ne pouvez plus grandir. Et si ça vous arrive pendant l'enfance, si vous avez un excès d'hormones de croissance, c'est l'acromégalie, vous devenez un géant comme ce monsieur. Si vous avez une acromégalie à 30 ans, vous avez la tête qui grossit, les mains qui grossissent, mais vous ne changez pas de taille. Et vous avez des anomalies génétiques chromosomiques, vous verrez ça en pédiatrie. Donc quand vous avez un chromosome Y en trop, c'est une maladie de Klinefelter ou un syndrome de Marfan, qui est aussi une anomalie du système conjonctif. Ensuite, vous allez regarder, ou même avant en fait, quand votre malade rentre dans votre box, vous allez regarder comment il marche et comment il se tient. C'est très subtil et avec de l'expérience, ça vous donne beaucoup d'enseignements. Vous allez le faire marcher, si vous n'avez pas eu le temps, vous le faites lever, vous le faites marcher. Et ça, c'est très important pour ce qui concerne la neurologie et le système locomoteur. Il y a plein d'enseignements que vous pourrez tirer d'une marche. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples. Si vous avez mis la démarche ébrieuse, donc ça vous connaissez tous, c'est les gens qui sont bourrés. Et ça, c'est un syndrome cérébelleux. Si vous laissez de marcher sur une ligne, ils vont se casser la gueule et ils vont écarter les jambes. Ça s'appelle un élargissement du polygone de sustentation, etc. Et donc vous voyez d'un coup d'œil, celui-là, il a un problème de cervelet. Vous avez plein d'autres maladies qui donnent des problèmes de cervelet. Par exemple, on voit ça déjà, ces petits enfants qui ont une cérébellite varicelleuse, c'est une atteinte infectieuse par la varicelle. Ils peuvent avoir une atteinte cérébelleuse et ils marchent comme ça, ils ne sont pas bourrés. Et puis vous avez des gens qui ont des tumeurs ou des maladies neurologiques. Voilà. Le stépage, ils ont un déficit du releveur du pied. Et donc soit c'est un déficit, ils ont
le nerf sciatique poplité externe, la plupart du temps, qui s'est coincé là ou qui s'est cassé, ou parce qu'ils ont une carence en vitamines, par exemple. Ou bien alors, encore un alcoolique. Les alcooliques, ils ont un stéppage bilatéral parce qu'ils ont un déficit, ce qu'on appelle une polyneuropathie. Et donc, ils ont tous les muscles périphériques qui ne marchent plus. Et donc, ils font comme ça des deux côtés. C'est un signe de polyneuropathie. Et si c'est d'un seul côté, c'est probablement une compression du sciatique poplité externe. Donc, vous voyez, vous avez tout de suite un raisonnement anatomo-pathologique. Une myopathie, c'est un déficit musculaire proximal. Donc, c'est souvent une myopathie. En neurologie, vous pouvez faire plein de choses juste en regardant comment marchent vos malades. Vous en déduisez quel est le muscle ou le nerf qui ne fonctionne pas. Et la neurologie, c'est très logique. Si vous connaissez votre neuroanatomie, vous allez savoir précisément où est le problème en question. Ensuite, vous avez une idée générale. Vous allez regarder appareil par appareil. Donc, vous prenez votre temps. Vous respectez votre patient. Vous avez déjà, donc s'il y avait quelqu'un qui était resté, vous le faites sortir. Sauf évidemment en pédiatrie, un petit bébé, vous pouvez garder la maman, mais bon. Et puis vous faites attention aux voisins. Alors on a de plus en plus des chambres seules, mais n'oubliez pas que si un voisin, la personne, elle va pas vous le dire, elle osera pas, mais elle sera pas très contente que son voisin le voit tout nu. Ou voilà. Et ensuite, vous devez déshabiller votre malade. Alors ça a l'air de rien, mais une personne âgée au mois de décembre, déjà, ça va vous prendre 10 minutes juste pour lui enlever les 3 pulls, le truc. Mais c'est très important. Et comme c'est long, on ne le fait pas parfois. Et après, on passe à côté de choses. Malgré les problèmes culturels, ethniques, vous êtes le médecin. Vous faites en sorte que votre malade soit dans des conditions d'intimité correctes. Vous faites sortir tout le monde, mais si vous ne pouvez pas examiner votre malade correctement, vous allez rater des diagnostics parfois mortels. Alors évidemment, c'est un cas extrême, mais par exemple, les maladies de peau, comment voulez-vous diagnostiquer une maladie de peau si vous n'avez pas déshabillé votre malade? Il y a plein, vous allez voir après, il y a plein de syndromes où il y a des choses à voir, pas que à palper. Donc si vous ne faites pas, c'est de la médecine vétérinaire et vous allez rater plein de diagnostics. Donc quand vous ne pouvez pas interroger votre malade ou que vous ne pouvez pas l'examiner, vous allez faire 10% de ce que vous pouvez faire en médecine. Donc voilà, donc c'est important. Et c'est pas juste pour embêter votre malade, c'est parce que c'est comme ça et la plupart du temps les gens l'acceptent très bien. Il faut juste leur expliquer. Et pour éviter aussi, parce que n'oubliez pas quand même que même si c'est important, on a tous notre pudeur, et bien quand vous examinez le haut du corps, vous remontez le drap jusque-là, et quand vous examinez le bas, vous recouvrez, hein, parce qu'on préfère être à moitié nu que complètement nu, c'est normal. Donc n'oubliez pas ça, que ça devienne vraiment un réflexe d'avoir ce respect pour votre patient, de le couvrir au maximum. Ensuite, généralement, on examine les gens en position allongée. Alors pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour palper, et puis on va les faire asseoir aussi pour ausculter. Vous verrez, donc on commence toujours, on les fait allonger sur le dos généralement. Et puis ensuite, il faut être systématique. Alors comme vous n'avez pas encore tout dans la tête, vous pouvez avoir un pense-bête. Il n'y a absolument aucun problème. Vous avez votre petit papier, puis vous faites les choses une par une.